parce que je pense que malheureusement on n'aura pas trop le temps d'en faire une autre. Mais c'est pour ça qu'on a invité des gens aujourd'hui. D'accord. Ok. Donc déjà, on m'entend là. Donc déjà, une première année, Émilie, qui vient voir un peu comment ça se passe. Et ensuite, nos meilleurs invités, euh, mince. Les deux comme verts du BDE, donc Guillaume et Kevin. Salut. Salut. Donc pourquoi on les a invités eux? Parce qu'aujourd'hui on va parler d'écologie. Et plus précisément, les sujets abordés vont être la COP28, qui arrive bientôt. Attends, j'entends pas ton micro. C'est grave, c'est pas grave. Et non, t'inquiète, c'est bon. Et aussi des SUV, parce que c'est un vrai problème apparemment. Donc si vous voulez plus d'informations déjà, les com vertes sur le Facebook et ma promo, ils ont sorti un podcast enregistré ici avec Ewen qui parle de ça. Donc aujourd'hui on va un peu débriefer et on va parler. Aborder la COP28 et aborder les crédits carbone après. Voilà, exactement. Donc là on va commencer par la COP28. Ils nous ont préparé un petit quelque chose, les com vertes. Et bien sûr nous on s'est énormément renseigné sur le sujet pour pouvoir beaucoup en parler. À vous les gars. Allez, pardon. Ouais, sinon, Oui. Non mais. Oui, mais si on veut le diffuser, ouais, ça serait Ouais, bien de le diffuser ok. maintenant. Oui, donc la COP28 qui a eu lieu récemment aux Émirats Arabes Unis, elle a fait pas mal de bruit. Elle fait partie donc de ces COP qui ont fait du bruit. On va revenir dessus plus tard. Déjà, un petit peu remettre en contexte à quoi ça sert une COP. Ça revient tout le temps à chaque fois qu'il y a une COP, à quoi ça sert une COP. Donc le principe, déjà, c'est une réunion entre les pays. Donc on a accepté qu'il y avait un problème climatique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de se mettre d'accord. On se met d'accord sur des termes, on se met d'accord sur des objectifs. Et on essaye de prévoir sur le long terme, parce que forcément, mettre d'accord plus de 196 pays, c'est pas facile. Donc, on organise un meeting, on discute, et à la fin, on essaye de ressortir un texte avec dedans des lignes directrices. Donc, ces lignes directrices, c'est pas forcément pas des lois, c'est pas des textes de loi. Chaque pays va ensuite pouvoir agir comme il l'entend, mais dans le but, justement, de valider ces accords. Et donc là, la COP28 qui a eu lieu, elle a fait du bruit parce qu'on a enfin parlé des énergies fossiles. Donc, on parle souvent de réduction d'émissions CO2, etc. Et on a enfin admis publiquement, ce qui n'avait pas été fait avant, que les énergies fossiles étaient en quelque sorte un problème. Donc, en quelque sorte parce que vous verrez qu'il y a des petites nuances sur la façon dont ça a été amené, mais c'est pour ça que elle est quand même importante cette COP. Ouais, on va peut-être juste avant ça, revenir sur les problèmes qui datent d'avant la COP, au moment de son annonce, sur son organisation, qui avait fait débat sur son lieu, les Émirats Arabes Unis, et sur les différentes délégations présentes. Déjà en amont de la COP, il y avait déjà des petits problèmes, donc voilà, on va pouvoir revenir dessus. Mais en plus, vous dites qu'il n'y a que 180 pays qui ont signé. Mais est-ce que le Qatar même, ils ont signé alors qu'ils participent? Parce que du coup, c'est aberrant un peu. Ouais, le Qatar, l'accord final, ils ont signé. C'est le Qatar, c'est les Émirats Arabes Unis. C'est pas le Qatar, mais ouais, de toute façon, quand t'es organisateur, souvent, il n'y a pas vraiment, y a pas vraiment le choix. Après, faut savoir que au niveau de la loi, c'est des accords qui engagent pas de quelconque réelle obligation au niveau de la législation, et c'est à chaque pays, du coup, de les inclure dans sa propre législation. Il n'y a pas d'autorité mondiale qui va surveiller si l'accord est vérifié ou pas, quoi. Et du coup, comme tu disais, Wen, c'est un peu particulier parce que cette année, c'est quand même la COP qui a rassemblé le plus de personnes depuis le début des COP. On a 198 pays participants qui représentent 80 000 personnes. Donc le but, comme a dit Kevin, c'est des nouveaux accords pour accélérer donc la réduction de nos émissions à effet de serre. Quelque chose de très particulier qu'il y a eu cette année, c'est la sortie du bilan sur les efforts depuis 2015. En fait, c'est des bilans qui sortent tous les 5 ans. Ouais. Tous les 5 ans, et qui font un peu un état des lieux sur les progrès qui ont été réalisés depuis les dernières COP. Et quand tu dis 198 pays et 80 000 personnes, en gros, ça veut dire que par pays, tu as un certain nombre de personnes qui s'engagent. Enfin, ça fonctionne comment un peu? Enfin, c'est qui ces personnes pour le pays? Enfin...
En fait, Globalement. Ouais, il y a un peu de tout. ouais, il y a un peu de tout. C'est des délégations. En fait, On voit ça un peu comme les Jeux Olympiques. exactement. Et la France elle dit bon ben voilà, on a tant de places disponibles. Du coup, on peut inviter des gens. Il y a des journalistes, des ONG. Il y a beaucoup d'entreprises, Ok. à l'énergétique, environnement, tout ça. Et du coup, ces personnes elles viennent avec la France, mais c'est pas forcément l'État français, Ok. les entreprises Et françaises. est-ce que c'est des entreprises qui vraiment ont un esprit super vert, ou est-ce que ça les aide aussi à avoir une bonne image, de se mettre dans la COP, enfin, les trois quarts du temps, en gros, c'est quoi globalement souvent? C'est des entreprises qui vraiment y croient ou... En fait, on y retrouve vraiment de tout, et c'est une bonne transition avec la suite, puisque, puisqu'en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais du coup, le président de la COP28 cette année, c'était le Sultan Al-Rabel. C'est le président de la société de pétrole nationale des Émirats Arabes Unis. Et du coup, et le journal anglais The Guardian qui a sorti un papier qui montrait qu'en fait, il avait profité de cette COP pour signer de nouveaux contrats pétroliers avec d'autres entreprises dans le domaine de la pétrochimie qui étaient présents à cette COP. Donc il n'y a pas forcément des entreprises qui ont vraiment pour but de réduire leurs émissions, quoi. Et dans la même idée, cette année on a un record, c'est le plus grand nombre de lobbyistes pétroliers qu'on a eu depuis le début des COP. Pour se le représenter, en fait, si on met tous les lobbyistes pétroliers ensemble, ça représente la 3e délégation en termes de nombre, juste derrière du coup les Émirats Arabes Unis et le Brésil. Du coup, c'est voilà pour te dire qu'il n'y a pas que des gens qui ont envie de faire, qui sont dans l'idée de la COP, quoi. Ouais, je veux juste rajouter que les entreprises peuvent voir un moyen aussi de défendre leurs intérêts et d'éviter qu'il y ait des accords qui soient faits entre guillemets dans leur dos sans qu'ils aient pu avoir la parole, quoi. Ouais, justement, là, c'est le sujet peut-être majoritaire de cette COP, c'est les accords faits entre guillemets sans l'accord des industries pétrochimiques. Là, et comme on le voit sur le diaporama, il y a les mots du président qui considère qu'il n'y a pas de vérité scientifique derrière la nécessité de sortie des émissions fossiles. C'est clairement c'est une prise de position alors que lui-même est déjà partie prenante, donc bon voilà, c'est discutable. Mais en plus de ça, derrière, c'est ce genre de prise de position qui vont amener à la révision du texte final pour l'adapter, pas forcément dans le sens de la planète, mais dans leur sens favorable à eux et à leur économie surtout. Juste comme pour savoir, la délégation la plus grosse, c'est qui? C'est les Émirats Arabes Unis cette année. Ok. Souvent, c'est les pays participateurs en vrai qui amènent beaucoup de gens. Mais je saurais pas te dire le nombre de places, comment c'est calculé. Je sais pas. Et après, pour rebondir sur ce qu'a dit Ewen, je pense qu'on peut faire un petit parallèle avec le tabac. Parce qu'à l'époque, c'était un peu pareil. Il y avait des genres de conférences pour essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on faisait avec le problème du tabac. Et les industries du tabac étaient invitées. Aujourd'hui, on trouverait ça bizarre qu'on essaie de régler le problème du tabagisme et qu'on invite des industriels du tabac qui vendent ça, quoi. Et du coup, peut-être que dans, je sais pas, 5-10 ans, on trouvera aberrant d'avoir invité autant de pétroliers au COP, quoi. Ouais. On va passer peut-être quand même un peu au résultat malgré tout de cette COP. Il en est ressorti certaines choses tout de même. Même si c'est pas forcément allé aussi loin que la première version qui existait du texte, il y a quand même eu certaines choses qui ont été signées, certains engagements qui ont été pris. Peut-être si tu vas revenir là-dessus. Il y a un point super important qui avait été promis à la COP27, donc c'était le fonds perte et préjudice. En fait, c'est un fonds qui est alimenté par les pays dits du Nord, qui sont un peu moins sensibles au changement climatique et qui ont un vrai rôle historique dans le changement climatique, contrairement aux pays dits du Sud qui prennent un peu les dégâts en première ligne du changement. Et du coup, ce fonds, il permettrait de réparer les dégâts causés par des ouragans ou des inondations dont leur fréquence va augmenter avec le changement climatique. Et donc, ça serait financé par les pays qui sont en gros responsables des émissions, généralement. C'est ça. Et ouais. Et peut-être qu'on peut continuer avec les points à retenir de cette COP. Ouais.
On a du coup la présentation du bilan quinquennal appelé GST qui a montré des beaux progrès quand même dans la prise de conscience et d'action des pays. Il y a quelque chose qui s'est mis en marche, mais le plan il révèle aussi en fait un grand manque d'objectifs concrets dans les pays. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont fait passer ça dans leur loi, et on est encore loin des efforts qu'on devrait poser pour vraiment respecter les accords de Paris qui ont été faits durant la COP à Paris. C'est cette fameuse COP qui a fixé l'objectif donc de 1,5 degré à ne pas dépasser d'ici la fin du siècle. Et enfin, on a aussi la première mention des énergies fossiles dans le texte final. Ça paraît un peu bizarre puisqu'on sait que c'est responsable de plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre, les énergies fossiles. Mais il faut savoir que en 28 COP, on n'avait pas encore parlé des énergies fossiles et c'est vraiment un bon début, quoi. Ouais, maintenant on va passer peut-être au truc un peu qui tâche. C'est que ces résultats, ça marche pas trop. Juste avant, en fait, il y a deux grosses choses à retenir, enfin deux grosses tâches à ces résultats. La première, c'est marqué là, c'est les promesses d'investissement. Le fameux fonds en question, pour l'instant, il est subventionné à hauteur de 700 millions à peu près. Les pays du Nord se sont engagés sur 700 millions, donc déjà, est-ce que toutes les promesses seront tenues, c'est une première chose. Mais en plus de ça, d'ici 2030, les besoins estimés pour ce fonds, c'est à peu près de 300 à 600 milliards d'euros. Donc quand on compare ça aux 700 millions, on comprend bien que pour l'instant, ce fonds, il fait un peu cache-misère, mais qu'en vrai, il ne va pas solutionner grand-chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement, c'est une première mention de la sortie des énergies fossiles. Mais par exemple, dans la première version du texte final, il y avait, donc c'est là où ça a un petit peu joué sur les mots dans la version originale, où il parlait de phase out, c'est-à-dire de sortir des énergies fossiles. Et dans la version finale, donc celle qui a été votée, ça a été conditionné. Et on a une phrase qui est tournée en could include, c'est-à-dire que c'est une possibilité de diminuer la part des énergies fossiles. Donc en gros, on est passé de sortir des énergies fossiles à potentiellement les diminuer. Donc ça a quand même changé assez fondamentalement le sens de la phrase, le choix de ces quelques mots, et du coup c'est vrai que ça n'a pas du tout le même impact. Et il faut rappeler aussi que le choix des mots dans les COP, c'est quelque chose qui est super important. Ouais. À la fin, dans la dernière semaine de la COP, il y a souvent une guerre des mots avec des gens qui essayent de minimiser ou de maximiser l'impact des mots. En fait, c'est des mots dans le langage des COP qui ont des Les obligations derrière. Ouais. des obligations, des significations différentes. Et c'est vraiment l'axe que ça se joue, quoi. Du coup, là, il y a eu 27 COP avant celle-là. Et tu dis qu'ils ont commencé à parler d'énergie fossile que maintenant. Mais du coup, pendant les 27 dernières, est-ce qu'il s'est passé vraiment des trucs? Ils parlaient de quoi déjà? Et est-ce que ça a vraiment. Je sais pas, ça a débouché sur des lois dans les pays? Est-ce que ça fait des trucs, si vous savez? Comme avait dit Kevin, ça parlait beaucoup de réduction. Mais il y a quelques COP qui ont quand même fait beaucoup progresser. Comme l'objectif global, quand même, c'est quelque chose de super important pour fixer les objectifs. Donc la COP de Paris a beaucoup aidé à ce niveau-là. Puis on a Kyoto aussi qui a fait un premier état des lieux des gaz à effet de serre en fait. Et du coup maintenant on se sert donc de cette liste de gaz à effet de serre pour faire nos bilans, quoi. Donc il y a des choses structurantes dans les COP quand même. Mais bon, on voit que du coup, ce qu'on retient, c'est sur des périodes assez espacées. Kyoto, c'était dans les années 90. On a dit, il y a une liste de gaz à effet de serre, il faut arrêter de les émettre. On en retient qu'il y a quand même pas mal de signataires, quelques pays, soit neutres, soit non signataires. Je citerai les États-Unis, qui sont pas signataires, et je pense que c'est le seul d'ailleurs. Les autres, ils sont soit neutres, ils n'ont pas une position. Et derrière les accords de Paris, hop, on fait un bond de plus de 10 ans pour pouvoir dire il faut 1,5 degré, 2 degrés dans le pire des cas. Et là, encore un bond de 7 ans. Bref, on voit que c'est super lent, quoi. Et juste pour revenir sur l'histoire des énergies fossiles, en fait, ça a toujours été un peu sous-jacent parce que le sujet des COP, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est juste que c'est la première fois où on met vraiment l'accent sur le fait que ces émissions de gaz à effet de serre sont dues aux énergies fossiles.
En fait, c'est pas qu'elles étaient oubliées dans les calculs avant, c'est que là, elles sont vraiment précisément désignées comme responsables de ces émissions. C'est là où le sujet est vraiment central. C'est pas que c'était absent des débats avant, mais En c'était soi, un peu... c'est évident que ça lie à ça. Oui. Et pourtant, en 27, ils n'en ont jamais parlé. Une seule fois. Parce que Bah, ça gênait des personnes. Voilà, c'est ça. Tu vois, déjà là, le fait d'en parler, ça a gêné. Et c'était déjà une belle avancée, ne serait-ce que d'en parler. C'est qu'en fait, il c'est y avait que- plein de non-dits déjà dans les. Voilà. À chaque fois, il y a plein de trucs. En fait, je pense que c'est le sujet central du changement Oui. climatique. C'est parce que ça dérange une quantité de personnes puissantes, inimaginables, qu'il y a des personnes qui se permettent de remettre en cause voilà, l'établissement scientifique qu'il y a derrière. Il y a souvent, on entend une comparaison, par exemple les ondes gravitationnelles. Ça a été prouvé il y a quelques années. Personne n'a entendu parler. On n'a pas remis en question la base scientifique derrière le fait que les ondes gravitationnelles existaient ou non, parce que ça gênait personne. Alors que là, voilà, le changement climatique, ça arrange pas grand monde. Mais tu vois, enfin, pour compléter, c'est un problème de société en fait. Tu vois, toute la société tourne autour des énergies fossiles. C'est-à-dire que, bah, surtout en termes de mobilité, rien que si on regarde juste ce secteur, bon, c'est flagrant. Et forcément, quand on te dit, va falloir calmer à ce niveau-là, arrêter le nombre d'acteurs économiques et d'États aussi, enfin, qui sont des acteurs économiques, qui sont impliqués, est tellement grand que il y aura forcément, de manière générale, plein de gens qui vont prendre peur et qui vont y voir une perte d'intérêt. Et en plus, du coup, même via ça, c'est impossible de forcer les gens à faire quelque chose. Il n'y a pas d'organisme assez grand pour. Pas d'autorité mondiale et qui va dire faut que t'arrêtes, sinon tes enfants ils pourront pas grandir quoi. Voilà, il y a personne qui dit ça. Ok, bah merci, c'était hyper intéressant. Je pense que ça nous a Ouais, désolé. Là, on a fini les slides ou pas? Ouais, pour la Continue sur COP28. la COP28. Je me dis, est-ce que vous voulez, vu qu'on les a là sous le coude, représenter rapidement les autres slides et ce que vous avez dit dans le podcast notamment, Sur la suite. pour ceux qui n'ont pas vu ou pour ceux qui n'ont pas le temps de l'écouter en entier, juste comme ça on en parle tous ensemble, ça peut être cool. Écoutez les Enfin, ça vous va en vrai Bien ok. sûr, bien sûr. Bah, vu qu'on les a là, bah, ouais. Bah, je vais essayer de repasser rapidement. Donc le podcast qu'on a posté là, il concernait les SUV, concernait donc la votation sur les SUV, sur le prix de stationnement en ville. Et donc on explique déjà que ça a fait beaucoup de débats pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça opposait les lobbies de l'automobile aux défenseurs du climat et de la rue, enfin de la ville de manière générale, de la vie en ville. Il y a très peu de votants. Donc là c'est la deuxième fois que la mairie de Paris fait une telle votation et à chaque fois il y a moins de 10% des personnes inscrites sur les listes électorales qui viennent effectivement voter. Donc Qui peut voter de base? Enfin, c'est fait pour qui les gens de la ville en fait de Paris Ok. qui sont sur les listes. Donc dans chaque arrondissement t'avais Oui. ton petit endroit où tu pouvais voter. D'ailleurs on peut voir les résultats par arrondissement et c'est assez intéressant de voir comment les gens se comportent en fonction de l'arrondissement. Et donc on avait ces débats là. On parlait aussi dans le podcast du fait que la ville de Paris elle a un plan climat et donc que ça rentrait dans ce cadre-là. Je me suis arrêté aussi sur le fait que c'était la deuxième fois qu'il y avait une votation comme ça. L'année dernière, c'était sur les trottinettes électriques qui gênaient des gens, enfin des automobilistes en ville, qui étaient dangereuses. Les gens faisaient des excès avec, elles étaient posées n'importe où, etc. Bon, aujourd'hui, à Paris, il n'y en a plus. Enfin, on peut plus en avoir en libre service. On avait aussi donc un problème de dangerosité du SUV, donc un véhicule plus gros avec un capot plus élevé. Ça causait des accidents plus mortels et plus d'accidents. Et ça prenait de la place aussi accessoirement. Et finalement, donc avec un peu plus de 55%, 56%, donc ça a été voté le fait qu'une place le prix de stationnement est multiplié par 3. Donc là on payait 6 € avant, on paye 18 maintenant pour 1 heure. Et il y a pas mal d'exceptions pour les personnes à mobilité réduite, les personnes pour qui doivent utiliser un véhicule de travail, gros, etc. Et finalement, pour bien faire la distinction entre qu'est-ce qui est un SUV et qu'est-ce qui n'est pas un SUV, c'est pas très clair. Donc en fait, il y a une limite de poids qui a été mise. Cette limite, elle est de 1,6 tonnes pour les véhicules thermiques et hybrides. Donc hybride, parce qu'il y a des problèmes du fait que la partie électrique du véhicule n'est pas très utilisée. Donc en fait, ça a été regroupé avec thermique.
Et électrique, on passe à 2 tonnes, parce qu'en fait un véhicule électrique, de manière générale, c'est pas plus lourd. Et donc ensuite, on revient sur des chiffres, sur les accidents en fait avec les véhicules, les gros véhicules. Je sais pas si Guillaume tu veux en parler ou si j'en parle rapide, mais Notamment parler du chiffre qu'on n'a pas eu le temps de parler pendant le podcast, des 224%. Ça, c'était une étude canadienne, qui a montré que au moment où on rentre dans un SUV, on a 2,24 fois plus de chances de tuer quelqu'un sur son trajet que dans une voiture standard. Du coup, ça, c'est lié à plein de facteurs. Le fait que les SUV provoquent plus d'accidents, et ça serait apparemment lié au sentiment de toute puissance qu'on a dans des gros véhicules, où les gens font moins attention et se pensent plus protégés. Et aussi le fait qu'un véhicule plus lourd, avec un capot plus haut, est beaucoup plus dangereux lors des chocs avec des piétons. Et on a notamment les zones vitales qui sont impactées. Précédemment, les véhicules venaient taper au niveau des jambes et du coup, on se retrouvait sur le capot. Et maintenant, avec les SUV, quand il y a un choc avec des piétons, ça vient directement taper les organes vitaux. Et pour beaucoup de personnes, dont malheureusement les enfants, il y a des chances de survie qui sont moindres puisque ça a tendance à beaucoup passer sous les roues, beaucoup plus qu'avec une voiture standard. et donc après ça, donc on a un petit peu plus expliqué le problème global de la mobilité, que ce soit à Paris, mais en fait c'est vrai en France, même dans plein d'autres pays, que en fait la voiture depuis 60 ans c'est le mode de transport privilégié pour tous les trajets. Donc on a quelques chiffres pour ça, comme 50% de l'espace public qui est réservé à l'utilisation de voitures, et le fait que Là, en fait, on avait fait une petite erreur pour le podcast. Merci à Mathis Thibonnet de l'avoir relevé. En fait, c'est 52% des trajets domicile-travail de moins de 2 km sont faits en voiture. Et on avait fait la confusion entre 52% des trajets domicile-travail font moins de 2 km. Parce que globalement, du coup, j'ai regardé le rapport de l'INSEE là-dessus. Et ça nous disait que en fait, le trajet moyen en France pour domicile-travail, il fait 13 km. Et en fait, il y a 33% des trajets qui font moins de 5 km. Mais c'est encore des trajets qui sont faisables par des mobilités douces, actives, que ce soit vélo, marche ou trottinette. promis, j'allais dire la bonne stat. Et oui, et du coup, en fait, si même dans Paris, on a cette surutilisation du véhicule, alors qu'il y a tellement de lignes de bus, et de métro et de transport, etc. On dit c'est dommage, il y a quelque chose à y gagner, et c'est pour ça que il y a un problème plus général de l'utilisation de la voiture. Et on revient aussi sur un problème évoqué, ce qui est donc la pollution de l'air, mais même pas que d'un point de vue écologique, mais d'un point de vue santé. C'est-à-dire que chaque année, je crois que c'est 8 millions de personnes qui meurent à cause de la pollution de l'air. 4 millions. J'avais vu 8 millions, Ouais. mais peut-être 4 millions. Bon, en tout cas, voilà, on est dans cet ordre de grandeur-là. Et cette pollution est causée par le frottement des pneus sur le sol et les freins de la voiture, et pas nécessairement par le CO2 qui est rejeté. Et ça aussi, c'est une autre problématique qui est rencontrée avec l'utilisation intensive de la voiture. Et du coup, c'est un problème qui n'est pas résolu par les voitures électriques, puisque la gomme des pneus et les disques de freinage, voilà, c'est un problème qui se retrouve là-dessus. Ok. Et j'avais une petite question. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres villes qui comptent s'inspirer de ce qu'il y a eu du coup à Paris? Est-ce qu'il y a des projets ou même des idées? Ou est-ce que pour l'instant, est-ce que vous savez des trucs sur ça Paris, il faut savoir que Paris, au niveau de son plan climat, elle est pas mal plébiscitée. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent. C'est une ville qui est super dynamique là-dessus. Et du coup, ça donne des idées. Et il y a notamment le maire de Londres qui se dit intéressé pour une votation du même genre. Et on peut penser que ça pourrait toucher d'autres pays. Mais c'est un des... en tout cas, je crois que c'est un des leaders là-dessus. J'ai pas vu passer d'autres
J'avais vu En un France, truc du sur coup, Séoul aussi. en France, du coup, pour l'instant, y a rien. Enfin, en tout cas, on sait pas quoi. Je sais qu'il y a Grenoble qui a fait dans le centre, l'hypercentre, qui a fait quelque chose comme ça. Et je crois qu'il y a 0 voiture pas électrique qui a le droit de rentrer dans le centre. Et du coup, comme à Montpellier, je sais pas si certains de vous y sont déjà allés, mais dans l'hypercentre, en fait, les livraisons elles sont faites souvent par des petits camions électriques qui passent dans les rues. Et du coup, voilà, ça limite fortement la pollution au sein des hypercentres. Mais à part Grenoble et Montpellier, je saurais pas te dire exactement. Mais c'est en Italie où c'est pas mal développé ça. Il y a pas mal de villes de taille moyenne où où en gros tu payes. Enfin, t'as pas le droit d'entrer avec des voitures d'un certain âge. Pas comme un peu ce qu'il y a avec les critères à Paris, mais en beaucoup plus développé quoi. Une voiture, un diesel, c'est hyper chaud d'entrer avec. Sinon tu dois payer ce genre de truc. Donc nous, on est un peu en retard justement sur ça peut-être. Ouais, justement, bah, c'est à partir de l'année prochaine ou de cette année que ça va être étendu, enfin le plan et les vignettes critères vont être étendus à toutes les communes de plus de 50 000 habitants ou 100 000 habitants, je sais plus, je crois que c'est 100 000 habitants. Et du coup, c'est vrai que ça va quand même déjà pas mal se démocratiser cet usage. Mais même, tu parlais d'Italie, bah, justement, à Florence, bah, l'utilisation de la voiture, elle est très limitée. Quand tu viens de l'extérieur, tu peux pas conduire en ville comme ça. Et donc, bon, du coup, ça rend l'expérience un peu plus agréable parce que tu peux tout faire à pied. C'est pas forcément très, très grand. Ouais, et puis c'est vrai que l'Italie, en fait, eux, ils ont naturellement un problème de pollution de l'air qu'on n'a pas forcément en France parce que, en gros, notre air, naturellement, il est plus brassé, il y a plus de vent, donc on a moins remarqué le problème de cette pollution atmosphérique, alors que l'Italie, surtout le nord de l'Italie, c'est un problème qu'ils ont depuis très longtemps, le problème de la pollution de l'air. Du coup, c'est vrai que là-dessus, ils ont de l'avance parce que ça fait un moment qu'ils s'en rendent compte que leur air, il est pas sain. Et eux, c'est vrai que c'est des taux encore supérieurs, même à Grenoble, comparé à certaines villes d'Italie, c'est ridicule. Alors que déjà, en France, Grenoble, c'est une exception. En Italie, ça serait quasiment la norme dans le nord de l'Italie, quoi. Et si je tiens à rajouter un petit point quand même, c'est que l'électrique c'est intéressant en France parce que on a le nucléaire, donc en fait on a une énergie électrique bas carbone. Ça va pas forcément être aussi bien dans d'autres pays. C'est assez intéressant d'aller voir. Il y a des cartes qui montrent d'où provient leur énergie électrique, et il y a des pays qui vont avoir une provenance qui est beaucoup moins décarbonée que en France. Ce qui est intéressé, c'est Electricity Map. Et ça permet de voir en direct, du coup, l'intensité carbone de l'électricité. Et on se rend compte, par exemple, que d'avoir une Tesla en Pologne, c'est pire que d'avoir un véhicule thermique. Parce que c'est une des électricités qui est le plus carbonée au monde, en Pologne. Et du coup, voilà, on recharge l'électricité, mais en fait, ça vient du charbon. Moi, du coup, je voulais juste revenir sur un petit truc, sur les nouveaux aménagements en ville. Il y a des villes de taille moyenne, notamment Alès, où ils ont fait quelques trucs. Ils ont mis des sortes de navettes électriques qui parcourent toute la ville. Donc ça, c'était nouveau, voilà, c'est à noter. C'est-à-dire qu'un peu tout le monde fait l'effort, voilà, de proposer quelques trucs comme ça. Ouais, effectivement, elle passe devant chez moi, la navette. J'avais vu, en plus c'est gratuit, donc ouais, c'est assez sympa. Bon, dans aller, moi ça m'a jamais servi parce que c'est vraiment pas très grand, mais c'est une initiative qui est très intéressante en tout cas. Oui, c'est vrai que même d'où je viens, donc à Valenciennes, dans le nord, ils ont mis ça aussi il y a pas très longtemps. C'est des navettes qui tournent en continu, genre tous les quarts d'heure, elles passent dans toute la ville, là où le tram il va pas. Et ça avait vraiment bien marché, c'est-à-dire que même par exemple les personnes âgées, tout ça, comme ça passait à des endroits où, souvent, c'est que les personnes âgées sont pas très à l'aise, par exemple, pour aller prendre le tram, tout ça, là il y a beaucoup de monde. Et là, je me rappelle que ça avait bien marché quand c'était arrivé. Voilà. Parce que du coup, les petites villes, elles font des trucs. Mais à un moment dans le podcast, vous parlez du plan climat, je crois, de la mairie de Paris. Et du coup, c'est quoi? Ils ont fait quoi là-dessus? Bah, en fait, déjà ils mesurent leurs émissions, ce qui est déjà très bien. Donc, ouais, on avait un petit graphe, je sais pas si on peut le montrer, mais on voit sur quel secteur en fait ils ont diminué, parce que bah il y a eu une diminution assez importante, hein, 35% par rapport à 2004. Et donc, bah, ils vont développer leur transport, mettre en place par exemple les Vélib, c'est
ça peut faire partie des améliorations de la ville qui permettent de diminuer les émissions, essayer de favoriser l'import de produits qui viennent de moins loin, et tu vois, ces genres d'efforts-là. Et ils vont ils vont aussi faire du reporting, et donc voir les résultats et les diffuser. Ça tombe bien, ce graphique il tombe bien, sauf si des gens ont des questions sur le sujet, mais pour aborder le troisième et dernier thème, c'est la partie compensation carbone. C'est là le graphique, on le voit bien. Il y a un gros encadré qui prend beaucoup de place, c'est les aéroports autour de Paris et toutes les promesses qui sont faites autour de l'avion vert qu'on entend. C'est vrai que quand on voit ça et quand on entend ce qui est dit autour de l'avion vert, on a du mal à comprendre comment c'est possible. Technologiquement, il n'y aura pas de révolution sur l'avion, c'est-à-dire que les carburants ou même les nouveautés, que ce soit l'avion hydrogène, l'avion électrique, ça va pas arriver avant un bon moment, et même si ça arrive, ça va pas sauver le truc. Donc, comment est-ce qu'on peut promettre une aviation verte? On arrive au sujet de la compensation carbone. C'est-à-dire que, peut-être je vais vous laisser expliquer profondément si vous voulez, mais globalement, l'idée, c'est qu'une entreprise polluante va payer en échange de crédits carbone. Les crédits carbone, c'est justement des crédits, littéralement, qu'une entreprise verte va gagner en échange, entre guillemets, du respect de normes, ou en échange du fait qu'elle produise respectueusement, en respectant l'environnement. Et donc elle aura des crédits à échanger monétairement contre des entreprises qui, elles, ne respectent pas ces normes. D'où l'intérêt pour l'aviation. Ouais, moi je vais revenir, justement, tu parlais des technologies de l'aviation, etc. Donc, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de technologie qui permettrait de conserver le trafic aérien tout en le rendant plus vert. On parle de l'avion hydrogène, mais même avec le fait d'utiliser l'hydrogène en tant que source d'énergie, il y a des problèmes. Parce que même pour obtenir cet hydrogène, en fait, c'est pas. Décarboner l'électricité, donc le problème tourne en rond. Ouais, en fait, c'est pas si évident. Donc effectivement, on enchaîne sur les crédits carbone. Donc en fait, du coup, les entreprises ont des quotas d'émissions qu'elles ont le droit. Au départ, c'est des quotas qui sont gratuits, qui leur sont fournis en fonction de leur activité, du secteur dans lequel ils évoluent. On leur dit vous avez le droit à dépenser tant de CO2, en gros, quoi. Et ce qui se passe, c'est que forcément certaines entreprises ont dépassé, c'est le cas de l'aviation. Mais d'un autre côté, on peut créer par des projets des crédits carbone qui vont pouvoir être achetés par ces entreprises. Et donc il y a quelques conditions pour que ces crédits carbone voient le jour. Donc la première, c'est donc déjà d'avoir un projet qui permet une évolution, une diminution, soit un stockage des émissions carbone, de CO2. On dit carbone, on fait le raccourci, mais ce qui est important, c'est les gaz à effet de serre. Oui. Il faut que ce projet-là ne soit pas viable financièrement sans sans une création de crédits carbone qui pourront être vendus. Et il faut que ce soit, pas quelque chose de, faut que ce soit quelque chose qui dure dans le temps. Et qui soit viable au sens écologique du terme. Donc c'est assez difficile parce que du coup c'est aux entreprises, aux porteurs de projets même de faire les calculs et de ensuite se faire obtenir des certificats. Donc on a des ONG qui délivrent des certificats qui vont dire eux ils peuvent avoir des crédits carbone parce que ce qu'ils ont fait c'est correct. Et donc ensuite ils vont revendre ces crédits. Donc eux, ils vont gagner le droit que leur projet soit viable économiquement, et les entreprises du coup qui les rachètent ont le droit de polluer plus, entre guillemets. Et donc un crédit carbone, ça correspond à 1 tonne de CO2. Donc pour chaque tonne de CO2 qu'un projet va permettre d'éviter, potentiellement il peut la revendre, cette tonne-là. Et donc là on comprend tout de suite déjà que ça permet pas forcément une diminution, mais plus une stagnation, d'éviter d'augmenter les émissions, puisque juste on achète les efforts des autres finalement. Pour rebondir là-dessus, moi j'avais un peu le prix sur parce qu'il y a plein de marchés carbone. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un documentaire Netflix qui est sorti là-dessus,
en France, les arnaques à la TVA sur le marché carbone français. Et nous, on avait essayé du coup d'ouvrir un marché carbone, voilà, c'était pour faire des sous globalement. Mais du coup, il y a des gens qui ont profité du système et qui ont volé la TVA sur ce marché. Mais, mais pour rappeler que du coup, comme a dit Kevin, donc c'est un crédit carbone, c'est 1 tonne évitée ou séquestrée. Et le prix, ça va de 3 dollars à 100 dollars la tonne. Et c'est calculé par l'entreprise elle-même, puis vérifié. Et au final, c'est un marché qui est extrêmement lucratif, le marché des crédits carbone. Pour les entreprises qui sont capables de générer énormément de crédits carbone, on va citer un nom, Tesla, qui est la seule entreprise à produire exclusivement des voitures électriques, donc qui, dans son secteur industriel, obtient énormément de crédits carbone par rapport à ses concurrents. En fait, Tesla base sa viabilité économique non pas sur la vente de ses voitures. En 2021, Tesla, sans ses revenus de crédit carbone, était déficitaire à hauteur de 600 millions d'euros. Et grâce à la vente des crédits carbone qu'ils ont obtenus à leurs différents concurrents, qui eux ne produisaient pas assez de véhicules électriques pour respecter la norme et donc ils ont dû payer, ils ont au final fini excédentaire de 700 millions d'euros. Donc ça fait au final 1,3 milliard d'euros récoltés grâce à la vente des crédits carbone, ce qui est énorme. Juste pour Tesla. Ouais, juste pour Tesla. Et- C'est typiquement, avec Tesla, c'est l'exemple flagrant du marché qui existe autour de ces crédits carbone. Est-ce que du coup, enfin, c'est peut-être une question bête, hein, mais est-ce que du coup, écologiquement parlant, c'est mal de vendre ces crédits carbone? Parce que là, Tesla, en gros, ils font des choses pour en gagner et au final, ils les revendent. Donc ça veut dire qu'ils permettent, si j'ai bien compris, à une autre entreprise de polluer tout ce qu'ils n'ont pas pollué. Donc est-ce que c'est mal en fait de faire ça dans une démarche, on va dire, écologique ou pas? En fait, ah ouais, bah comme tu veux, Kevin. Mais en fait, c'est juste que ce qu'il disait tout à l'heure, en fait, c'est une démarche qui va pas permettre la réduction des gaz à effet de serre. C'est juste que finalement, tu vas compenser le fait que l'autre en ait fait trop et que toi t'en aies fait moins. Bon, au final, on est à peu près neutre. Mais si on est dans une démarche de diminution de l'émission des gaz à effet de serre, effectivement, c'est pas une mesure satisfaisante. Et comme c'est le but, si on veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, ça veut dire qu'il faut retirer 5% de nos émissions par an. Ça veut dire qu'on ne peut pas uniquement se baser sur ça, puisque ça, dans le meilleur des mondes, ça nous amène à 0, et pas à moins 5%. Ouais, à 0 d'augmentation, justement. Et pour compléter, en fait, aujourd'hui, les entreprises elles ont des quotas qu'elles ne doivent pas dépasser. Si elles les dépassent, elles payent. Donc, elles préféreront acheter le droit d'émettre potentiellement moins cher plutôt que de devoir de l'argent parce qu'elles sont pas en règle, quoi. Finalement, il y a peut-être un truc aussi sur, tu vas peut-être en parler, mais sur la viabilité réelle de ces projets. Moi, c'était juste pour revenir un peu sur le marché carbone de Tesla, parce que c'est vrai que c'est un peu linéaire quand on entend les chiffres. Et en plus, ça a concerné que le marché carbone des US. Parce qu'en fait, c'est seulement géré par 11 États qui obligent en gros aux constructeurs dans leur État de produire tant de voitures zéro émission. Et du coup, dans ces États, il y a des constructeurs GMC, Ford, tout ça, qui n'ont pas assez de véhicules électriques. Et du coup, ils viennent racheter un peu la production de voitures Tesla là-dessus. Et du coup, là, c'est pas vraiment le crédit carbone comme tonne qu'on a parlé précédemment, mais c'est à l'unité donc d'une voiture. Et comme avait dit Owen, donc en 2020, il s'était fait plus de 1,3 milliard d'euros seulement en vendant du coup les certificats qui permettaient aux constructeurs de vendre leurs voitures thermiques dans ces 11 États. Ça, en fait, c'est ça qui est impressionnant sur le chiffre, c'est que c'est 1,3 milliard d'euros sur 11 États seulement. Enfin, ça prend pas en compte le marché européen, ça prend même pas en compte la totalité du marché américain. Et juste avec ça, ils ont déjà tellement d'argent là-dessus, donc il y a vraiment un énorme business autour de ça. Et comme disait Wen, il faut savoir que Tesla, ils sont rentables depuis très très peu d'années. Depuis la création en 2003, je crois, ils ont fait que perdre de l'argent. Et c'est juste en 2019-2018 qu'ils ont commencé à gagner un peu de sous. Et ça a été bien lancé. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont plus besoin des crédits carbone pour être en positif. Mais ça les a bien aidés, quoi. Ouais, enfin, peut-être du coup, le
dernier sujet autour de ces crédits, enfin de cette compensation carbone, c'est que bah, en fait il y a beaucoup de projets qui sont pas viables écologiquement. Je sais pas si tu veux en parler, Kevin, peut-être. Ouais, je vais juste dire une dernière chose, Ah, c'est comme tu vas-y. parlais du marché, Je vais réussir à le mettre. effectivement, il est en très très forte croissance, mais par rapport aux émissions annuelles, alors, le nombre de crédits, là j'ai chiffré les yeux de 400 millions de crédits qui ont été générés en 2021, donc ça correspond donc à 400 millions de tonnes de CO2, mais sauf que par an on produit 55 milliards, donc c'est voilà pour remettre un petit peu en situation, le nombre de crédits qui sont enfin qui sont sur le marché par rapport à ce qu'on émet c'est encore très petit, mais c'est en forte croissance parce que ces 400 millions ça correspond, du coup je laisse les yeux encore une fois, mais une hausse de 40% par rapport à 2020. Et on regarde, si on regarde la courbe, fait qu'augmenter. Donc effectivement, il y a de plus en plus de projets, mais d'un autre côté, comme tu le dis, Ewen, bah, on a ce souci de la véritable viabilité des projets. Parce que, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est les entreprises même qui qui doivent vérifier elles-mêmes à quel point leur projet va aider la planète. Et elles ont tout intérêt à démultiplier les nombres. Et c'est ça le problème, en fait. C'est qu'il n'y a pas de cours du crédit carbone. Parce que déjà, il y a plusieurs qualités sur un crédit carbone. Il y a des gages de qualité en fonction des certificats, etc. Et des méthodologies employées pour évaluer. Et, et donc, ça fait que les entreprises vont souvent surévaluer leur capacité à aider. Et il y a eu un article du Guardian qui recensait le fait que 90% apparemment des projets qui ont été certifiés par le plus grand certificateur reconnu dans le monde étaient en fait n'aidaient pas vraiment à réduire les émissions. Et donc ça on le voit bien. Pourquoi ce chiffre? C'est parce que c'est à chaque fois c'est surévalué. Donc des projets par exemple de reforestation qui peuvent être mis en place. On, on estime que ça va créer un puits de carbone énorme qu'on va pouvoir capter sur je sais pas combien d'années, mais en pratique, on a plein de facteurs extérieurs qui font que c'est pas le cas. Puis c'est toujours très dur à évaluer. En fait, les méthodes d'évaluation, elles posent un vrai problème parce que il y a tellement d'aspects à prendre en compte, c'est tellement difficile que finalement, à la fin, on se retrouve pas forcément. Et pour revenir du coup sur cette viabilité, on a typiquement, comme Ewen disait tout à l'heure, le secteur de l'aviation qui galère à décarboner son industrie puisque c'est quand même assez intrinsèquement lié au pétrole. Moi j'avais pu écouter une économiste qui travaille chez Airbus qui parlait de l'avion à hydrogène et qui avait dit que les premiers vols en avion à hydrogène, ça serait aux horizons 2035. Du coup ça commence à être un peu tard et surtout elle avait bien précisé que ce serait des vols court courriers. Les vols long courriers pour traverser les océans, c'était très compliqué à passer à l'hydrogène, puisque bien sûr c'est moins dense énergétiquement que voilà le jet fuel. Et du coup en fait ça règle pas vraiment le problème, puisque les vols court courriers majoritairement on peut les faire en train, on peut réinventer le transport, on peut allonger les durées de transport. Plutôt que de le faire en 2 heures, on peut le faire en 8 heures. Et du coup, en fait, Airbus, c'est pour montrer, enfin, c'est quand même assez synonyme du problème. C'est le premier investisseur dans la technologie de séquestration de CO2, qui est encore un peu balbutiante. C'est quelque chose qui en gros, va venir récupérer le CO2 dans l'atmosphère pour le stocker dans le sol, donc dans les roches. Exactement. Enfin, c'est une version accélérée de la formation du pétrole. Mais du coup, dans certains rapports, dont notamment le GIEC, il montrait la place donc de ces technologies dans la potentiel de réduction d'émissions de CO2. Et dans les horizons 2030-2050, c'est de 1 à 3% comparé aux efforts de sobriété ou donc d'effacement de ces émissions, quoi. Parce que, ouais, en gros, si on considère les deux méthodes de compensation, il y a soit la séquestration, soit en gros la reforestation. C'est les deux voies qui actuellement sont privilégiées ou qui ont un avenir à peu près technologique. En sachant que, du coup, comme Guillaume vient de le dire, la séquestration, c'est une technologie qui est balbutiante et qui,
même si elle grandit un peu, occupera pas grand-chose de plus. Et de l'autre côté, la reforestation, bah, c'est une non-solution dans le sens où la majorité des pays, le risque incendie est énorme et continue d'augmenter tous les ans. Donc planter, oui, mais si c'est pour que ça brûle 5 ans plus tard, bah, ça va servir à rien. Et en plus, planter, oui, mais comment? Déjà en France, on a énormément de problèmes liés à l'utilisation des sols. Les villes s'agrandissent. On veut d'un côté aussi également agrandir les forêts, mais on veut garder notre sol pour l'agriculture. En ce moment, ça fait beaucoup débat. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème. Toutes les terres ne pourront pas être utilisées par tout le monde. Donc en gros, ce qui se passe actuellement avec le plan du gouvernement français, qui est de planter 1 milliard d'arbres, c'est qu'actuellement, les propriétaires déforestent, enlèvent tout, font table rase, et vu que de toute façon, ça va être remboursé par l'État français, ils replantent des arbres derrière. Donc au final, oui, l'État français va planter 1 milliard d'arbres, mais ils étaient, pour la majorité, déjà existants, ces arbres. Donc au final, on n'a rien fait. Et le truc un peu linéaire là-dessus, c'est que bah, premièrement, c'est souvent de la monoculture, donc c'est destiné à du coup des pins, enfin du bois qui a de la valeur sur le marché, les arbres droits qui poussent vite et qui ont une biodiversité et un stockage de CO2 assez pauvre. Et du coup, ces arbres, on va venir les planter. Souvent, on réfléchit pas beaucoup en les plantant et le taux de survie de l'arbre est très faible. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les pousses qui sont mortes et on replante. Et là, on a planté 2 arbres. En fait, il n'y a pas de, de gage de survie de l'arbre dans les plans, de reforestation, quoi. Et peut-être pour compléter ce qu'avait dit Ewen sur l'occupation des sols, avec voilà, les problèmes de place en France avec l'agriculture, tout ça, c'est que, je sais pas si vous êtes au courant, mais la majorité des champs de colza ou de type d'huile que vous voyez dans les champs, ça c'est réservé à l'agrocarburant. En fait, c'est pas destiné à l'alimentation, ni humaine ni animale. C'est pour faire de l'éthanol, pour faire tous ces carburants. Et du coup, on a un vrai problème. On ne devrait pas plutôt utiliser ces sols pour faire la production locale et arrêter d'importer? Ou alors, est-ce qu'on va utiliser les sols pour produire du carburant, sachant que quand on regarde un peu tous les plans des industries, type l'industrie de l'aviation avec les biocarburants, les biocarburants aviation, les biocarburants qui mettent dans les fuels lourds pour les camions ou pour les voitures à essence. En fait, il y a tout le monde qui base un peu ses objectifs là-dessus, mais on sait qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Du coup, on est un peu bloqué au niveau des agrocarburants. Je sais pas trop où ça va nous mener, quoi. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que pourquoi le pétrole il n'a pas été mis en avant sur les 27 dernières COP. Du coup, je me posais la question s'il y avait des sujets qui fâchent et du coup, qui ne sont pas forcément abordés. Une limitation du discours par peur sûrement des conséquences économiques, politiques, peut-être d'autres, mais aussi. Et du coup, est-ce que justement cette restriction de parler, est-ce que du coup ça pousserait pas aussi dans un sens à limiter l'impact bénéfique d'une production écologique? Je pense que, enfin, du moins tout à l'heure, on parlait dans le cadre des COP, forcément, parce que chacun a son mot à redire. Bon, aujourd'hui, on a des activistes un petit peu de partout. Je pense qu'ils creusent un peu sur tous les problèmes, c'est-à-dire qu'on peut se renseigner sur les problèmes. Bon, il y a des gens qui vont en parler. Il n'y aura pas de problème général dont personne ne va parler par peur, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour en parler. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour que ça devienne important aux oreilles de tout le monde et que ce soit remonté et remis en avant. Mais moi je pense que c'est vrai que le tabou empêche l'action. C'est parce qu'on n'en parle pas ou parce qu'on n'en parle pas assez qu'on a l'impression de ne pas faire assez d'efforts. Mais il faut savoir aussi que typiquement pourquoi on n'en parle pas, parce que ça fait pas plaisir à plein de gens. Et puis de dire aux gens qu'il va falloir faire avec moins, ça n'a jamais fait réélire personne. Et le problème du coup typiquement des politiques
à 5 ans ou des élections, c'est que faut que tu aies des résultats dans 5 ans, quoi. Donc si tu vas leur dire tes petits-enfants, ils vivront mieux grâce au truc que je vais faire aujourd'hui, ça fait pas très vendeur. Du coup, il faut toujours qu'on ait une solution pour pouvoir parler des sujets tabous. C'est-à-dire, on expose les sujets et après on dit, ok, on a des solutions, viables ou pas, mais on a des chemins de pensée, c'est ça. À chaque fois, il faut y avoir des solutions pour pouvoir en parler. Bah, aujourd'hui, quand tu vas exposer un problème où tu te dis, bon, bah, faut qu'on arrête de faire quelque chose, c'était l'histoire de ça plaît ou ça plaît pas. Quand ça t'impacte pas, bah, tu te dis, ok, ok. Euh, j'étais en train de penser à un exemple, mais si on te dit, bon, bah, faut arrêter d'utiliser un objet que toi tu utilises jamais, bah, tu vas dire, ok, j'arrête de l'utiliser. Maintenant, si on te dit, arrête d'utiliser un objet que tu utilises tous les jours, tu vas dire, ah ouais, mais comment je fais ci, comment je fais ça, comment je fais ça. Donc, donc, on va dire, quand t'es médiatisé, si tu veux crédibiliser ton discours, il faut que tu formules les choses de manière à ce que les gens puissent comprendre comment on va évoluer et forcément, faut plutôt que tu apportes des axes de solutions et que tu montres et que tu détournes aussi la façon dont le problème qui va être reporté t'est posé parce que c'est pas forcément, c'est pas toujours un problème. Si je prends l'exemple de l'aviation, aujourd'hui, si on dit qu'il faut énormément diminuer le nombre de vols qu'on prend, on va tout de suite sortir plein de problèmes, etc. Mais parfois, certains de ces problèmes sont pas aussi forts que ce qu'on pourrait faire croire. Par exemple, si demain je mets en place un système qui te permet d'aller d'ici à Tokyo en 5 secondes et pour 5 euros, bah tu vas peut-être te dire, ah bah si j'y allais. Alors que en fait s'il y avait pas ça, tu te dirais pas si j'allais. Bah, on a un peu ce problème là avec l'avion aujourd'hui, c'est que c'est pas cher, donc les gens le prennent parce que c'est pas cher et parce que c'est rapide. Mais bah bon, je reste sur l'avion, mais la plupart des voyages en avion en fait c'est touristique. Et on peut se dire, bon, bah, est-ce que vraiment c'est nécessaire de partir là-bas? Bon, vu que c'est disponible et pas cher, oui, mais enfin, les gens le font, je veux dire, c'est pas nécessaire, mais les gens le font. Si c'est plus le cas, si, par exemple, tu augmentes le prix des billets, bah, tu vas euh, inévitablement réduire l'utilisation. Et en fait, on te dit, ah, c'est un problème, les gens, comment ils vont faire? Bah, c'est pas forcément un problème. Moi, pour revenir sur l'histoire du tabou et du coup de donner envie aux gens, en fait, c'est ce qui est super compliqué, c'est qu'on essaie de parler de quelque chose qui n'existe pas actuellement. Et du coup, le point en tout cas, que pour moi les politiques ont du mal à faire, c'est créer un imaginaire qui est enviable et qui donne envie d'avancer. Tu vois, par exemple, on te dit, ouais, la voiture, voilà, va falloir calmer et tout. Bah, ça fait chier, j'ai pas envie de faire des efforts à marcher ou faire du vélo. Sauf que derrière, ce qu'on te dit pas, c'est qu'en France, il y a énormément de personnes qui meurent plus tôt à cause de la sédentarité. Et du coup, d'être en meilleure santé, de faire plus d'activité physique, voilà, de sortir, tu vas vivre plus longtemps en bonne santé, va y avoir moins de dépenses à l'hôpital, l'argent, on va pouvoir le redistribuer ailleurs. Enfin, il y a quelque chose à faire pour moi sur l'imaginaire à inventer, quoi. Et c'est quelque chose qui est pas souvent fait. Je suis d'accord, en fait, on a tendance à surreprésenter ce qu'on a déjà actuellement. Alors que ça existe depuis, on va dire, au maximum une soixantaine d'années. Et encore, ça s'est vraiment accéléré il y a une vingtaine d'années, cette démocratisation, que ce soit de la voiture, de l'avion, etc. Et on en fait peut-être un peu des caisses pour quelque chose qui, il y a 20 ans, n'existait pas. Alors que, en fait, voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'effets positifs qu'on a perdus et qui serait bon de rappeler de pourquoi c'était pas horrible avant non plus. Ça a fonctionné le monde comme ça pendant un sacré paquet d'années et c'est possible d'y revenir. C'est juste qu'il faut accepter de perdre certaines choses, mais aussi voir qu'on va en regagner d'autres qu'on a perdues entre temps. Tout à l'heure, tu parlais d'un imaginaire qu'on devait se créer, enfin, que les politiques devaient nous faire voir. Et justement, pour cet imaginaire, j'avais une question par rapport en amont des COP. Donc, ils débattent en amont des COP pour choisir le sujet, mais est-ce qu'ils font des enquêtes internes dans les différents pays pour trouver des solutions? Comment ça se réalise? Qui est mobilisé? Quelle partie de la population? Peut-être un peu beaucoup de questions. Et en fait, c'est surtout la question des populations ciblées. Parce que du coup, nous, on a surtout parlé des industries parce que c'est ceux qui polluent le plus.
Et oui, comment ça peut se démocratiser autre que... Enfin, il y a surtout les industries et tout le monde en fait. Alors je vais répondre avec ce que je sais. Je vais commencer par le début. Euh, les COP, on va pas se cacher, c'est un peu le fouillis en fait, puisque tu arrives avec presque 200 pays, t'as rien préparé avant, tu poses tous les éléments sur la table et tu dis bon ben en 3 semaines, faut qu'on se mette tous d'accord sur ça, ça et ça, sachant que chaque pays a la même voix, que dans ton pays il y a 10 000 habitants ou 1 milliard, que tu pollues à hauteur de 30% des émissions mondiales ou 0,001. Et du coup, c'est vraiment assez compliqué puisque c'est comme tous les éléments des ONU, de l'ONU, c'est souvent compliqué à avoir des vrais résultats à la fin de ces conférences. Mais je pense que c'est quand même important. Du coup, ça donne. Ok, c'est peut-être bizarre que tout le monde ait la même voix puisqu'on n'a pas le même impact, mais ça donne. Typiquement, ça donne de la voix à des petits pays qui galèrent déjà à cause du changement climatique et qui permettent de s'exprimer là-dessus. Et tu parlais de comment impliquer peut-être la population ou autre que les industries qui ont une place dans ces COP. Je sais qu'il y a des ONG, mais je sais que les citoyens ne sont pas forcément représentés. Et, euh, et du coup, je sais pas si tu as entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat qui avait eu lieu en France. Et on avait invité des citoyens tirés au sort. On avait fait passer des experts devant eux pour leur exposer un peu les problèmes. Et puis après, ils avaient fait des groupes de travail et eux-mêmes avaient fait des propositions de loi, tu vois. Et ça, je trouve que c'est une des meilleures façons vraiment de mobiliser les citoyens. Et surtout qu'on s'est rendu compte qu'ils faisaient des propositions qui étaient tellement avec un niveau d'effort important que le gouvernement aurait jamais pensé que ça pourrait sortir de la population. Et du coup, finalement, on a presque rien repris. Mais ça montre vraiment le pouvoir pour moi d'utiliser la démocratie un peu participative, que ça soit à l'échelle d'un pays où il y aurait des délégations de citoyens qui pourraient aller au COP, ou alors l'échelle même locale, agglomération, communauté de communes. Mais je pense que ouais, il y a un rôle à jouer là-dessus. Je sais plus ce que je veux dire. Je sais plus. Mais Tu peux aborder le thème si tu veux rapidement, si t'as de. Mais c'est vrai que c'est un peu technique, peut-être. Je sais pas comme tu veux. j'introduis le thème. Ouais, le, Comme le tu veux. thème, c'est on parle de décroissance. Alors voilà. En fait, je voulais un petit peu y venir sans y venir. Bon, du coup, on est dessus. Donc tu parlais de enfin, d'abandonner certaines choses. Bon, on parle pas de revenir dans les années 80 et le terme qu'on entend souvent c'est décroissance. Du coup, bon, j'aime pas trop parce que ça veut pas dire grand-chose. Faut savoir un petit peu de quoi on parle, c'est-à-dire certains secteurs peuvent très bien croître euh, et d'autres qui peuvent décroître. Euh, et donc, si on parle d'éviter tout ce qui est euh, surproduction, enfin, ça peut être intéressant de discuter de la décroissance, de la surproduction de produits, par exemple. Euh, Après, ça peut être, en fait, enfin, je veux dire, pour éviter de parler de récession, enfin, pourquoi on parle de décroissance et pas de récession? Parce que, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est de dire aux gens, au lieu de racheter un produit qui est défectueux, par exemple, essayer de le faire réparer. Bon. Par exemple, ça peut être un exemple de ce qu'on pourrait appeler la décroissance. Il y a ça existe déjà. Le bon coin, par exemple, c'est une manière de réutiliser un produit qui est pas défectueux, mais qui est plus utilisé, ou d'autres services. Et bon, c'est un mot qui fait assez débat, qui fait assez peur, parce que ça mélange plein de secteurs. Déjà, il faut du coup, bien avoir à l'esprit que l'aspect environnemental et l'aspect économique sont intrinsèquement liés. Et donc, forcément, quand on va parler de faire des améliorations sur le plan environnemental et qu'on va parler de décroissance, et ben, il y aura encore une fois des secteurs économiques qui seront très touchés. Et c'est pour ça que c'est un sujet assez difficile. Je sais pas si quelqu'un veut enchaîner sur.
Euh, je peux, si tu veux, te donner la définition de la décroissance pour moi, la référence française là-dessus. Je sais qu'en France, on est hyper nul au niveau de la décroissance. Et dans les pays anglo-saxons, le débat est vraiment plus haut. Peut-être qu'on s'est mis un peu tard ou qu'il n'y a pas assez de littérature là-dessus. Mais du coup, pour ceux qui sont intéressés, il y a Timothée Paric, voilà, qui est une grosse figure autour de la pensée décroissante. Il a sorti un livre Ralentir ou périr aux éditions Seuil que je vous conseille de lire, même si je ne l'ai pas encore fait, mais ça va venir. Et du coup, pour lui, il a donné cette définition. Donc, la décroissance, c'est une réduction de la production et de la consommation dans le but d'alléger l'empreinte écologique. Et cette réduction, elle est planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est quand même assez structuré. Et, euh, et ça serait un peu dommage, du coup, de l'associer à la récession, qui pour le cas est en fait un effondrement de l'économie qui est basé sur la croissance. Et cet effondrement, il est incontrôlé et il vient perturber notre système qui en fait peut fonctionner qu'avec une croissance continue. Et ça, Janko, il aime bien le rappeler souvent. Mais la croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible. C'est de la physique. Et, euh, et du coup, on a vraiment besoin, au niveau de la décroissance, donc d'une diminution de l'économie, mais aussi d'une transformation institutionnelle en fait, puisque les deux vont de pair. Il faut savoir que aujourd'hui, la corrélation entre PIB et émissions de CO2, c'est quelque chose qui est vraiment énorme. Nous, en cours en UE élective de pays industrialisés, on avait fait du coup des régressions linéaires et on avait obtenu un R carré de 0,99999 entre PIB et émissions de CO2. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui parlent de décorrélation entre PIB et émissions de CO2, qui parlent de croissance verte. Et pour ça, il y a beaucoup de littérature qui ont peu débunké le sujet, qui ont montré que c'était pas viable. Et peut-être je vais vous donner un exemple parce qu'il y avait l'Irlande en fait qui avait réussi à augmenter son PIB en diminuant ses émissions de CO2 et du coup il y avait pas mal de chefs d'entreprise ou de pays qui prenaient un exemple l'Irlande, mais qu'est-ce qu'elle a fait l'Irlande? Eh ben, elle a juste délocalisé sa production dans les autres pays et elle a augmenté ses services dans son propre pays, du coup artificiellement le PIB a augmenté. Justement, sur cette question de délocalisation pour produire moins de CO2 dans son pays, c'est un problème qu'on retrouve majoritairement, par exemple, dans les pays d'Asie, je pense à l'Inde notamment. Du coup, c'est l'Inde qui va se taper toutes les taxes au niveau du CO2, etc. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Bon, j'ai pris l'Inde, mais il y a plein d'autres exemples de pays. Au niveau des taxes, du coup, je t'avoue que je sais pas forcément si c'est calculé à quel scope, si c'est de l'émission directe ou si ça va être l'entreprise qui achète ce bien qui va prendre du coup la taxe sur le CO2, mais dans un autre souci du même type, pourquoi on parle d'empreinte et plus de bilan? C'est pour ça, parce qu'on nous rabâche, ouais, la France, c'est moins de 1%, moins de 2% d'émissions de CO2. Ouais, mais pourquoi l'Inde et pourquoi la Chine, ils produisent des quantités phénoménales d'objets en émettant du CO2? C'est parce que c'est nous qui les achetons, quoi. Et du coup, on s'est juste extrait de ça en envoyant des industries dans ces pays-là. Mais en soi, c'est qui fait la demande? Bah, c'est le consommateur. Enfin, c'est les pays occidentaux, pas que occidentaux, mais qui ont délocalisé pour un peu se débarrasser de ça, quoi. Bon, si je peux rajouter que le but finalement de cette décroissance du coup qu'on cherche à mettre en place, c'est de contrôler, c'est contrôler ce qui va se passer plutôt que contrôler pas le changement climatique, mais les effets du changement climatique et de l'écologie de manière générale, plutôt que de le subir, quoi, parce que au-delà du problème justement de la hausse de la température, on a aussi des problèmes
matériaux, limite des matériaux. Par exemple, le pétrole, on parle de pics pétroliers. Donc, en fait, le pétrole, ça met énormément de temps à l'échelle humaine. En fait, c'est comme si on avait une quantité fixe. Et au bout d'un moment, bah, on en extrait, on en extrait. Et en fait, ça devient non seulement ça devient de plus en plus dur de l'extraire, et en plus, il y en a moins. Enfin, du coup, il y en a moins et on a plus de mal à extraire. Et donc, finalement, un jour, en fait, on n'aura juste plus. Donc, le fait de déjà réduire notre dépendance, ça permet d'éviter de subir une chute brutale, et on ne sait pas ce qui se passe si, dans le cas d'une chute brutale, en fait. Et donc, Il y avait une image de Jean Covici qui reprenait l'image de l'escalier. En gros, la décroissance, ça permet de construire l'escalier. Et y aller comme on y va, bah, c'est juste se prendre le mur dans la tête et de voir si on arrivera à le franchir ou pas. Parce que de toute façon, la décroissance, dans le terme général et pas le terme qu'on vient de parler, elle va arriver. Parce que voilà, on n'en parle pas beaucoup, mais au niveau des métaux, au niveau des puits de pétrole, tout ça, on descend déjà. Je sais pas si tu avais parlé du pic de production. non, enfin, pour le situer, la date est pas exacte. Je sais pas plus, c'était dans les années. Des fois, on lit entre 2000 et 2010, des fois, on lit que c'est un peu plus tard. Bon, c'est à peu près. C'est à peu près en ce moment, quoi. Mais en gros, comme a dit Kevin, on a, on a un peu épuisé tous les stocks de pétrole faciles à extraire. Et du coup, forcément, on commence le déclin. Et le déclin, ben, pour l'instant, ça va. Mais vu qu'on a une demande croissante en pétrole, en énergie, et qu'on va de moins en moins pouvoir en sortir, là, va y avoir quelque chose bah, qui s'apparente à du coup à un effondrement brutal ou de la récession, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler et que forcément, quand on n'a pas d'argent, pas de temps et pas le temps, enfin, de le faire démocratiquement, ça va créer de l'instabilité au niveau mondial et bah, on peut s'imaginer les pires choses avec des guerres, des ressources, tout ça. Et mais il faut pas non plus se voiler les yeux. Tu vois, tu parlais de tabou tout à l'heure. Si on n'en parle jamais, on fera rien. Et du coup, ce qui est important de savoir, c'est que qu'on soit écolo ou pas, il suffit juste de se préoccuper de sa survie et de la survie de son espèce pour faire quelque chose, quoi. Une question qui est au-delà du fait de voilà, on aime bien l'environnement et la nature. Pour moi, c'est rien qu'avec un raisonnement purement égoïste, on devrait pouvoir avoir envie de faire des efforts dans tous les champs d'action, quoi. Oui, parce que bah, si on reprend l'exemple du pétrole, justement, à plus forte raison, nous en Europe, si on s'imagine que la production diminue par 2 dans les pays producteurs, elle va diminuer par un facteur beaucoup plus élevé en Europe. Parce que quand ils vont comprendre qu'ils en ont plus, ils vont le garder pour eux. Il y avait l'exemple, je crois que c'est le Venezuela, qui en gros a vu sa capacité de production diminuer de moitié. Et ce qui s'est passé, c'est pas que les autres pays ont reçu 2 fois moins de pétrole du Venezuela, c'est qu'ils nous ont pu donner aucun et qu'ils ont tout gardé pour eux. Donc, en gros, il faut pas s'imaginer que s'il y en a 2 fois moins, bah, c'est juste que tout le monde en aura 2 fois moins. C'est que ceux qui en ont le garderont et ceux qui en ont pas devront se démerder. Donc en l'occurrence en Europe, ça serait bien de trouver une solution. Et du coup, pour rebondir là-dessus, bon, je crois que c'était pas le Venezuela, mais Je suis pas sûr du pays, mais c'est un pays d'Amérique du Sud. c'était un pays d'Amérique du Sud. Mais du coup, sur la diminution du pétrole, moi j'ai. Bon, bah, Ça va revenir. Je peux vous lancer sur un sujet? Ouais, bah oui, bah vas-y. Tout à l'heure, vous avez évoqué les problèmes de santé indirectement, sur bah, aussi le fait que ce soit égoïste, etc., les réchauffements, et tout ce qu'on a. Le problème du permafrost. Ouais, ça c'est la fresque du climat, ça. C'est un problème, bon, je l'ai compris, je sais pas si je peux très bien le restituer, mais l'idée c'est que sous terre, t'as plein de
plein de choses en fait, et que si on arrive à un réchauffement climatique de la Terre, ça va les faire émerger, et ça va globalement avoir de grosses répercussions sur l'environnement et sur l'atmosphère. Et sur la santé aussi. C'est aussi l'émergence de nouveaux virus, de nouvelles maladies qui a été enfuie depuis bien longtemps. C'est ça. Et du coup, qu'on a un système immunitaire qui est pas adapté là-dessus. Et peut-être comme on disait, bah, du coup, c'est en créant cet imaginaire, on peut associer typiquement des questions de santé aux questions de climat. Et c'était aussi le cas c'était en fait le sujet de la COP28. Chaque année, il y a des thèmes. Et cette année, c'était le thème du coup de la santé liée au climat. Et du coup, il y a eu beaucoup de discussions autour de la sédentarité qui pourrait être diminuée avec l'utilisation du coup de plus de modes actifs de transport. Et on a aussi du coup, en fait, comme on parlait tout à l'heure, de ces efforts qui sont un peu surreprésentés et qu'il y a beaucoup de points positifs à en tirer, quoi. Et aussi, pour revenir sur le permafrost, il y a des poches de gaz qui sont emprisonnées et du coup qui se relâchent. Il faut savoir que par exemple le méthane, entre le méthane pas brûlé et le méthane brûlé, il y a un facteur 50 ou 100 en pouvoir de réchauffement. Et du coup, pour te dire que ça libère encore plus du CO2 et c'est ce qu'on appelle les effets d'emballement. Plus le permafrost fond, plus libération de ce type de gaz qui réchauffe l'atmosphère et plus le permafrost fond. C'est comme la neige sur la banquise qui permet d'en renvoyer l'énergie solaire. Moins il y a la neige, moins tu peux en renvoyer et du coup plus ça fond. Voilà, il y a des effets d'emballement comme ça et il y a les scientifiques qui appellent ça des shifting points. Et en gros, il y a des points de non-retour où une fois que tu as commencé à passer un certain stade, ça s'emballe tout seul que tu fasses quelque chose ou pas. C'est notamment le cas avec, je suis pas hyper au point dessus, mais c'est les vents, à l'échelle mondiale. T'as les courants d'air chaud, les courants d'air froid, et c'est hyper perturbé par le changement climatique. Et En sous-marin aussi. les courants sous-marins, c'est ça. Ouais. Et du coup, cet ensemble donc de courants sous-marins ou de vents en altitude, ça a des vraies répercussions sur des typhons, des ouragans, des masses de chaleur qui viennent à des endroits. Typiquement, on avait vu il y a quelques années au Groenland de températures de 10, 15 degrés, 20 degrés pendant quelques jours. Alors que, tu vois, en Europe, il y a eu des vagues de froid qui sortaient de nulle part. Et ça, en fait, ça a été montré que c'est aussi lié à cette dérive climatique, en fait. Et ouais, pour ajouter un petit point, c'est que en fait, le problème avec les effets météorologiques, c'est que plus le changement de température, plus il est élevé, plus les conséquences sont catastrophiques. C'est pas une droite, quoi, c'est exponentiel. Donc en fait, c'est pour ça que aussi l'objectif des 1,5 il est important. Si on est à 3, ce sera pas x2 par rapport à si on est à 1,5, quoi, ce sera vraiment pire. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais quand tu regardes sur les relevés de température, du coup la température mondiale, l'année 2023, elle a été presque continuellement en dessus de toutes les moyennes. À toutes les périodes de l'année, quand tu regardes la courbe, elle est au-dessus, et elle n'est pas au-dessus d'un peu, elle est au-dessus des fois, parfois, plus d'un demi-degré. Et on se rend pas compte peut-être d'une moyenne, mais faut savoir que la dernière glaciation, on avait une différence de température moyenne entre aujourd'hui et du coup pendant la période glaciaire où il y avait des pingouins à Montpellier, quoi. Il y avait 5 degrés de différence. Et du coup, quand on te parle de 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés jusqu'à la fin du siècle, en fait, tu peux t'imaginer que c'est des différences de température qui sont aberrantes, en fait. Et on pourra pas s'adapter à des échelles de temps aussi réduites. J'avais une dernière question.
Non, c'est pas trop sur ce que vous avez présenté, c'est plus sur vous. Du coup, là, vous étiez les deux comme verts du BTE. C'est bientôt fini pour vous. Tu me c'est quelque chose de terrible là. Qu'est-ce qui va se passer? Non, mais je veux dire, vous avez quand même été assez investi pendant l'année où vous avez eu ce rôle. Et je me demandais, est-ce que vous comptez, dans votre vie future, que ce soit à travers des assos ou de l'engagement ou votre métier, continuer d'être investi dans ce sens-là? Enfin, est-ce que vous comptez continuer? Et est-ce que vous étiez satisfait de votre année en tant que comme vert au BDE? Le chapeau. Ok, il y a beaucoup de choses. Ah ouais, il y a beaucoup de choses potentiellement qu'on pourrait dire. C'est ouais, c'est un super rôle parce que c'est un rôle où tu mets à contribution tes convictions en fait. Et ça, il y en a pas beaucoup. Donc ça peut être très formateur. Enfin, ça l'est. Hein, c'est très formateur sur plein de points. On en apprend plein sur des sujets intéressants et puis c'est entraînant. L'année, bah, franchement, on a fait ce qu'on a fait. Les gens pourront critiquer même est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien. Ce qui compte, c'est déjà que le rôle, il a tout son sens, ça, c'est sûr et certain. Même pour les futurs comme verts qui vont nous remplacer, on a plein de choses à leur dire sur comment et des idées à apporter. Et des idées, en fait, il y en a plein et c'est ça qui est génial. Donc, bon, en ce qui me concerne, mais je pense que Guillaume aussi, j'ai beaucoup apprécié ce rôle et je l'apprécie encore. Et donc, en ce qui concerne l'engagement futur, bah, je pense que la première source d'engagement, c'est peut-être l'investissement professionnel en fonction du secteur dans lequel on souhaite travailler. Bon, moi, par exemple, là, je suis en cursus d'info. Dans l'info, il peut y en avoir dans tous les secteurs, donc je vais essayer de me pencher plus vers des entreprises qui ont du sens pour moi à ce niveau-là. Et derrière, bon, bah, je laisserai parler Guillaume pour lui-même aussi sur ce qu'il prévoit de faire dans sa vie future, mais forcément que au quotidien, limite, on va pas être incohérent non plus avec nous-mêmes. On va toujours chercher à continuer à faire des efforts, que ce soit sur le plan personnel ou sur des projets ou des sujets sur lesquels on veut s'intéresser. Donc oui, on va continuer. Et c'est pas parce que on a fait une année que ça y est, l'année prochaine, c'est fini, on perd toutes nos pensées. C'est c'est quelque chose qui reste, qui normalement reste quoi. Ok, attends, avant que tu répondes, Guillaume, on a Arnaud qui nous dit: arrête Kevin, je vais me mettre à chialer. Je pense que vous avez été les meilleurs comme Berthe, pas comme si ça avait été Éloi, la fraude. Allez, va. Non, c'est trop. Peut-être Éloi, c'est une fraude, peut-être, je sais pas. Non, mais c'est trop d'éloges, merci beaucoup. Et il y a quelqu'un d'autre qui a dit, je sais pas qui c'est, qui a dit: c'était super Kevin, on t'aime. Voilà. Merci beaucoup, merci. Je sais pas qui tu es, mais je t'aime aussi. Non, mais Kevin, il a presque tout dit. Après, forcément, on a toujours envie de faire plus. Pour ma part, je pense que Kevin aussi, frustré de ne pas avoir fait toutes les idées qu'on avait en tête. On a encore plein de trucs. On pourrait faire plusieurs années encore de Convert qu'on n'aurait pas épuisé les idées. Mais c'est cool, ça montre qu'il y a un vrai truc à faire là-dessus. Et à terme, on espère que du coup, il y aura des beaux projets qui sortiront de ces postes-là. Et pour ma part, c'est aussi une quête de sens, mon travail. Et je l'avais déjà un peu, et comme Vert, ça m'a vraiment fait réfléchir, et c'est ça qui m'a un peu lancé sur tu vois, l'idée de faire... de quoi ? L'envie de signer à Total. Voilà, un Vitinia Total. Non, de faire ma césure pour vraiment réfléchir à ce que j'ai envie de faire. C'est en fait, je vais travailler dans une entreprise qui pour moi a du sens, pour voir un peu si vraiment ça a réellement du sens ou si c'est un énième greenwashing. Mais ouais, c'est en fait, une fois que tu as goûté à ça, je me sentirais criminel d'y renoncer. Et c'est assez dur puisque plus tu t'y intéresses,
plus tu vois que c'est la merde, et plus tu vois que tu fais pas assez d'efforts. Après, faut pas non plus être à la course à la pureté, puisque puisqu'on n'est pas obligé d'être entièrement pur pour tenir des discours qui ont du sens là-dessus. Mais en tout cas, moi, je me verrai pas revenir en arrière. Tous les efforts que j'ai fait, je vais les continuer. Et la vie asso, ça m'a beaucoup donné envie du coup, de continuer là-dedans. Dans quel asso, je saurais pas te dire, mais c'est d'être là, pas pour son propre intérêt, mais pour l'intérêt général, c'est quelque chose qui me botte beaucoup, quoi. Ouais, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit parce qu'effectivement le côté criminel, ça c'est un peu un vrai piège dans lequel il faut faire attention de pas tomber. C'est-à-dire que bah, quand tu sais, tu te mets à culpabiliser et ça c'est très difficile. Il y a des gens qui face aux problèmes, aux enjeux, à certains enjeux, bah, ils deviennent anxieux. Ils ont un regard sur chacune de leurs actions et un truc auquel il faut faire attention, c'est bah, de pas comment dire de pas aller chercher la petite bête chez le voisin et de pas non plus trop se culpabiliser soi-même quoi. Euh, est-ce que quand on a un discours d'écolo on doit adopter un ton moralisateur ou pas, ça se débat dans un sens on peut pas complètement dire non mais on peut pas complètement dire oui à mon sens en tout cas. Ce qui est important c'est bon, moi je trouve que c'est d'apporter que la personne en face ait compris en fait le souci et voilà éviter de tomber dans tous ces pièges là et ça c'est ce qui est assez difficile à éviter. Et une petite chose en plus, je vais faire passer un message à Arnaud parce que il faut qu'il m'envoie les données de son afterwork. Voilà. J'en profite pour lui dire voilà ici je t'envoie un petit message voilà. Plus tard. Non, mais pour conclure, en fait, nous, en tout cas, le truc qui est cool dans notre rôle, c'est qu'on fait des choses. Et du coup, on a l'impression peut-être de contribuer un peu à améliorer les choses, et c'est vraiment ça qui fait tenir, quoi. Enfin, pour moi. Bon, merci à vous. Merci aussi pour ce que vous avez présenté. C'était super quali, super clair. Je sais pas si quelqu'un a encore des questions. Si vous avez un dernier truc à dire. Ok. Bon bah c'était super intéressant en tout cas et puis merci. Et puis pour ceux que ça intéresse, on remettra le lien du podcast où il détaille encore plus tout ça, notamment sur les SUA à Paris. Voilà. Ouais, donc petit mot à La la fin. fin du Donc, ouais, président. c'était hyper cool. Ah ouais, c'est vrai. Merci à tous d'être venus, c'était hyper cool. Surtout les trois invités, vous avez grave géré. Et donc nous, c'est notre dernière émission, on est un peu triste, voilà. Et on reviendra peut-être l'année prochaine si on est invité par le nouveau bureau. Hein. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir été réactifs dans le chat. Merci, au revoir. Merci.